Les historiens dénomment les guerres selon leurs caractéristiques générales. Ainsi, celle de 1914 est appelée la guerre des tranchées. Celle de 1939 sera la guerre des débarquements. La première véritable opération de ce genre fut tentée par la France et l'Angleterre sur les côtes de Norvège. Nous sommes en avril 1940. Le corps expéditionnaire composé des 5e et 27e brigades de chasseurs alpins et de la 13e demi-brigade de la Légion se rassemble sur les quais du port de Brest. Le moral est bon et l'on s'entend à le soutenir. L'innombrable matériel militaire embarqué n'est pas de celui que l'on a coutume de voir. Skis, raquettes, piolets, bottes de caoutchouc et canadiennes constituent un équipement spécial adapté au climat et au sol de l'extrême nord européen où se dérouleront les combats. Mais le matériel habituel, celui à 4 pattes, destiné au transport, ou à l'ordinaire, ainsi que le matériel mécanique, trouve également sa place dans les cales du navire. Le départ est proche. Durant des heures, c'est une colonne ininterrompue d'hommes qui gravissent lentement la passerelle, dernier lien qui les rattache encore à la terre de France. Les chiens de trait du Groenland et d'Islande sont également du voyage. Ils seront utiles. Mais celui-ci, petit et nerveux, c'est une mascotte. Que chacun garde son rang et sa dignité. 18 avril, le convoi appareille. Tout le corps expéditionnaire, sans exception, est présent sur le pont. Il s'agit de garder intacte dans ses souvenirs une dernière vision du pays. En haute mer, les ceintures de sauvetage sont distribuées, car une agression sous-marine est toujours possible où que l'on soit. Puis un petit air d'accordéon qui rappelle les faubourgs dissipe la mélancolie de la première heure. Pour parer aux dangers aériens, des patrouilleurs décollent du porte-avions. Ils survoleront constamment les navires transporteurs. Cette expédition permit de mettre au point un nouvel ordre de marche en convoi, assurant au bateau le maximum de sécurité. On ne déplora aucune perte du fait des submersibles, malgré une vigoureuse attaque au large des côtes d'Angleterre. Ce fut sur les enseignements tirés de l'expérience de 1939 que les Alliés organisèrent 3 ans plus tard leur gigantesque convoi ravitaillant la Grande-Bretagne et la Russie. Le corps expéditionnaire qui s'était divisé en 2 parties, la première joignant la baie de Scapa-Flow, la seconde tentant vainement un débarquement à Namsos, se retrouve au complet dans la mer de Norvège. Les parages sont malsains. La DCA des bâtiments de guerre est prête à toute éventualité. Soudain, des avions allemands apparaissent dans le ciel. C'est l'attaque. Les Stuka foncent. Un porte-avions évite de peu un chapelet de bombes. Toutes les pièces tirent à la fois, obligeant l'ennemi à voler haut. Malheur à celui qui approche trop près. Dernier avion prend feu dans le ciel. L'alerte est finie. Le convoi poursuit sa route dans le calme revenu. Calme tout relatif d'ailleurs, car au-delà du cercle polaire arctique, le mauvais temps assaille à son tour les navires.
Après 40 jours de navigation ou diverses péripéties, le gros de l'expédition se présente au début de mai devant Amstart. Versants abrupts couverts de neige, propices à la défense, telle apparaît la côte norvégienne. S'enfonçant profondément dans Lofoten Fjord, l'escadre ouvre le feu sur Narvik le 28 mai, après avoir auparavant nettoyé la place forte de Bjervik. Le général Bétoir commande l'ensemble des opérations. Un bombardement bien dirigé anéantit un à un les points de résistance ennemis. Des incendies s'allument, témoignant de la justesse du tir. Et pourtant, il n'est pas commode de repérer les objectifs édifiés dans le roc. Les Allemands se sont retranchés dans des grottes et des tunnels qu'ils ont hâtivement creusés et fortifiés. La nuit, le rivage n'est plus qu'un brasier jetant des lueurs sinistres. Et le débarquement proprement dit commence. Nous qui sommes aujourd'hui habitués à la vision des formidables armadas partis à l'assaut des côtes normandes et des îles du Pacifique, nous serions presque tentés de sourire devant ces quelques barques remorquées par des canots à moteur. Mais c'est justement cette faiblesse des moyens mis en œuvre qui range la prise de Narvik parmi les hauts faits d'armes et les hommes qui l'accomplirent parmi les héros. Ces hommes sont les légionnaires qui investissent la capitale du fer norvégienne après 36 heures de combat. Les chasseurs débarqués plus au nord sont bloqués par une tempête de neige. Dès le lendemain, les Allemands tentent de bombarder la flotte de transport ancrée dans le fjord. Des bombes tombent sur la ville. Le pire est à craindre car l'incendie trouve une proie facile avec les maisons de 2 étages en bois. Narvik risque d'être réduite en cendres. Un bataillon norvégien venu grossir les forces alliées parviendra à circonscrire le sinistre après 27 heures de lutte. La bataille continue le long de la voie ferrée. Surpris par la rapidité de l'avance, de nombreux prisonniers tombent entre nos mains. Les Allemands inaugurant au cours de cette campagne le mode de combat déloyal qui consiste à revêtir les soldats de la Wehrmacht d'uniformes alliés avaient fait endosser à quelques-uns d'entre eux l'uniforme norvégien. Conduits devant les officiers interprètes, les prisonniers ne se font pas trop prier pour donner des renseignements. Grâce aux indications recueillies, on dresse une nouvelle carte des opérations. Poursuivi à l'intérieur du pays, l'ennemi recule sans pouvoir s'accrocher sur un point d'appui quelconque jusqu'à 10 km de la frontière suédoise, qu'il aurait été obligé de franchir si l'offensive ne s'était arrêtée là. Le nombre des prisonniers ne cesse de croître.
Le succès s'affirme. Voici les tunnels d'où les Allemands tiraient sur la flotte. Un train blindé a été pris intact. Le but de cette lointaine expédition, l'enjeu de cette âpre bataille n'est qu'une petite gare, d'où part une voie ferrée d'un intérêt stratégique considérable pour l'industrie sidérurgique allemande. Par ces rails s'acheminait le minerai de fer suédois et norvégien dont les arsenaux d'Hitler avaient tant besoin. La bataille de Narvik fut sanglante. Ce fut une victoire, malgré le rembarquement du 8 juin, rendu indispensable à la suite de l'effondrement du front occidental. Elle avait fait la preuve, bien avant l'écrasante défaite finale, que la Wehrmacht avait usurpé son titre d'invincible.